bienvenue sur la Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette formation, nous allons voir quels sont les régimes fiscaux de l'immobilier locatif. À première vue, les différents choix peuvent vous donner le tournis, tant les possibilités sont nombreuses. Et puis sachez qu'un régime non adapté à votre situation peut vous coûter cher en termes d'impôts. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les pièges que vous pouvez éviter avant de vous lancer dans l'investissement locatif et comment en fait appliquer les bonnes décisions pour choisir le régime qui s'adapte le mieux à votre situation et à la stratégie que vous vous êtes fixée. Une des premières choses à savoir lorsqu'on fait un investissement locatif est que selon que vous décidiez de louer un bien vide ou meublé, vos revenus ne seront pas placés dans la même catégorie fiscale par le Trésor. Lorsqu'un bien est loué vide, le Trésor va qualifier les revenus tirés de ce bien en revenus fonciers. Tandis que lorsque vous louez un bien meublé, alors par meublé en fait on veut dire suffisamment équipé pour que le locataire puisse s'y installer en n'y apportant que son linge, le Trésor va qualifier ces revenus de bénéfices industriels et commerciaux, qui portent l'acronyme de BIC. Qu'il s'agisse de la location nue ou de la location meublée, vous allez avoir le choix entre plusieurs régimes d'imposition. Pour la location vide, vous avez deux régimes d'imposition si vous exploitez votre bien en nom propre, le régime microfoncier et le régime réel. Pour la location meublée, il existe trois régimes d'imposition si vous exploitez votre bien en nom propre, le microbic, le régime réel simplifié et le régime professionnel. Vous pouvez aussi choisir d'exploiter votre bien immobilier dans le cadre d'une société. Dans ce cas, vous aurez à choisir entre deux types de structures fiscales. La société translucide, appelée aussi société soumise à l'IR, ou la société opaque, qui elle est soumise à l'IS. Cette formation ne traite que l'exploitation des locations en nom propre et n'aborde pas l'exploitation de la location dans le cadre de sociétés. Rassurez-vous, j'ai prévu des formations distinctes sur le sujet. J'ai prévu de faire sur plusieurs modules un cours très complet sur les sociétés civiles et immobilières, les SCI, suivi par les SAS, les sociétés à action simplifiée, et enfin un module ou deux sur les SARL de famille. Alors enchaînant sur les revenus fonciers. La location nue relève de la fiscalité des revenus fonciers et le propriétaire va être soumis à l'impôt sur les revenus. Les revenus fonciers peuvent être imposés au travers de trois régimes fiscaux, le régime microfoncier, le régime réel, et on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais pour être exhaustif, je l'ai quand même mis, dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ou dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Le régime microfoncier est applicable lorsque le revenu annuel brut tiré de la location n'excède pas 15 000 €, charges non comprises. Le régime réel d'imposition, quant à lui, s'applique lorsque le revenu brut des loyers excède 15 000 €, ou alors si vous êtes expressément exclu du régime microfoncier, ce qui est le cas si vous exploitez par exemple des monuments historiques. Bon, il y a toute une liste en fait qui existe, ou alors sur option. Vos loyers n'excèdent pas 15 000 €, mais par choix, vous décidez d'avoir un régime réel d'imposition. Alors, faisons un zoom sur le régime microfoncier des locations vides. Donc les conditions, on l'a vu, hein, donc, ce régime est applicable lorsque le revenu annuel brut hors charge de la location n'excède pas 15 000 € pour l'ensemble du foyer fiscal.
Alors, le revenu annuel brut se calcule par les loyers encaissés, moins les charges incombant au locataire, plus les dépenses incombant normalement au propriétaire, mais qui sont mises à la charge des locataires, plus, le cas échéant, de subventions et d'indemnités perçues. Un abattement forfaitaire de 30% est appliqué par l'administration fiscale automatiquement sur le revenu brut que vous allez déclarer. Donc, ce n'est pas à vous donc de faire le calcul pour enlever vous-même cet abattement de 30%. Ce revenu brut, après abattement de 30%, va être ajouté à vos autres revenus et être soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Alors, je voudrais faire un petit zoom sur le TMI. Le taux marginal d'imposition, il existe 5 tranches et 5 taux applicables selon les revenus d'activité. Donc quand je parle d'imposition sur le revenu, automatiquement, je vais parler de ce concept de taux marginal d'imposition, parce que le revenu va être imposé en fonction de ce taux. Il existe 5 tranches et 5 taux applicables selon vos revenus d'activité. Si vos revenus n'excèdent pas 10 064 euros, vous n'êtes pas soumis à un impôt sur le revenu. Vos revenus situés entre 10 065 euros et 27 794 euros sont taxés à 11%. Vos revenus entre 27 795 euros et 74 517 euros sont, quant à eux, taxés à 30% et ainsi de suite. Alors passons donc maintenant, après ce rappel important sur la TMI, au régime réel d'imposition des locations vides. Alors, les conditions, donc on l'a vu, hein, ce sont des loyers supérieurs à 15 000 euros, ou alors lorsque vous êtes exclu du régime microfoncier, ou sur option, si vous décidez, même si vous n'avez pas excédé le seuil de 15 000 euros, de choisir ce régime réel d'imposition. Alors, le revenu foncier qui va être imposé va être égal à la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et des charges qui sont déductibles dans le cadre de ce régime. Ces charges déductibles sont les suivantes, ce sont les frais d'administration et de gestion, les travaux d'amélioration et d'entretien, les impôts et les taxes, les primes d'assurance, les provisions pour charges de copropriété et les intérêts d'emprunt. Alors, si vos recettes sont supérieures à vos charges, vous êtes en résultat bénéficiaire. Et ce résultat va être ajouté à vos autres revenus catégoriels pour être soumis à l'impôt sur les revenus en fonction du TMI et aux prélèvements sociaux qui a toujours le taux de 17,2%. Si vos recettes sont inférieures à vos charges, vous avez un résultat négatif et vous aurez dans ce cas un déficit foncier qui va pouvoir être imputé sur votre revenu global, mais attention, dans la limite de 10 700 euros. Attention aussi, ce déficit foncier qui résultera uniquement des intérêts d'emprunt ne sera pas imputable sur le revenu global. Si vous avez un déficit foncier supérieur à 10 700 euros et ou en conséquence d'intérêts d'emprunt, vous allez pouvoir imputer ce déficit sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Alors, la vente d'un bien exploité en nu est soumise à l'imposition des plus-values des particuliers. Ça veut dire que vous allez avoir la même imposition que lorsque vous vendez votre résidence principale. Alors, rappelons en fait les règles. Comment est-ce qu'on calcule la plus-value? C'est le prix de cession moins le prix d'acquisition moins les déductions. Alors, les déductions, ça peut être des travaux que vous avez faits mais que vous n'avez pas déduit de vos revenus fonciers. C'est-à-dire, si vous avez déclaré ces travaux en tant que charge durant l'exploitation de votre bien, vous n'allez pas les déduire au moment de la vente.
Donc si vous n'avez pas de déduction de travaux, vous allez avoir un abattement de 15% du prix d'achat, mais seulement si la vente est réalisée après plus de 5 ans de détention. Vous allez aussi pouvoir déduire les frais de notaire et d'agence. L'imposition est de deux natures, à l'impôt sur le revenu de 17% et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Vous aurez un abattement progressif de l'IR après 5 ans de détention. Vous serez exonéré de l'imposition à l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention. Et vous serez complètement exonéré de prélèvements sociaux après 30 ans de détention. Alors maintenant, nous allons passer aux biens loués et meublés, qui sont imposés donc en tant que bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Donc là, vous allez avoir 4 régimes fiscaux possibles. Le régime micro-BIC, le régime réel simplifié, le régime du loueur professionnel et la société à l'IS. Donc, la société à l'IS, on ne sera pas abordé dans le cadre de cette formation. Et pour être complet, je l'ai quand même intégré dans cette slide. Donc je rappelle en fait, les loyers tirés de la location d'un bien loué et meublé présentent la particularité d'être imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux, et non dans la catégorie des revenus fonciers. Ces locations peuvent être exploitées sous 3 régimes différents, ainsi que dans une société à l'IS. Alors, hors société à l'IS, ces 3 régimes sont les suivants. Vous avez le micro-BIC, le régime réel simplifié et le régime du loueur meublé professionnel. Le régime du micro-BIC s'applique si vos recettes sont inférieures à 72 600 €. Dans ce cas, vous avez un abattement de 50% qui est appliqué automatiquement par le Trésor, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire le calcul vous-même, vous saisirez dans votre formulaire les recettes brutes et vous allez être imposé sur la moitié de vos recettes. En régime réel simplifié, donc vos recettes sont déclarées en tant que bénéfices industriels et commerciaux. Vos recettes sont soumises à l'IR en fonction de votre TMI. Et les conditions à respecter pour être en régime réel simplifié, vous avez une des 2 conditions suivantes à respecter. Vos recettes sont inférieures à 23 000 € ou vos recettes sont inférieures aux autres revenus d'activité. Le loueur meublé professionnel, quant à lui, déclare ses loyers en tant que BIC ou dans le cadre d'une société soumise à l'IS ou en tant qu'auto-entrepreneur. Pour être qualifié de loueur meublé professionnel, qu'on appelle aussi le fameux LMP, vous devez respecter 2 conditions cumulatives. Vos recettes doivent être supérieures à 23 000 € et vos recettes doivent excéder vos autres revenus d'activité. Si ces 2 conditions sont respectées et que vous êtes en régime réel simplifié, vous basculerez automatiquement en loueur meublé professionnel. Alors faisons un zoom sur le régime micro-BIC. Les conditions: avoir des recettes inférieures à 72 600 € pour les locaux d'habitation meublés. Si vous louez des chambres d'hôtes, si vous faites du meublé de tourisme classé, ce seuil est ramené à 176 200 €. Les entreprises soumises au régime micro-BIC sont taxées sur leur chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires bénéficie d'une réduction de 50%. Et donc, c'est la moitié de vos BIC taxes qui vont être taxés. Cette moitié de BIC vont être frappés par les prélèvements sociaux de 17,2% et par l'impôt sur les revenus qui est fonction de votre TMI. Alors, le régime micro-BIC est un régime qui a été fait pour les micro-entreprises.
Ce régime fiscal a la particularité que vous n'avez pas besoin de faire une inscription au registre du commerce et des sociétés, donc le RCS. Alors sachez que, quel que soit le niveau de vos charges, vous dégagerez avec ce régime microbique toujours un bénéfice imposable. Quant au régime réel simplifié, donc c'est du LMNP, loueur meublé non professionnel, donc les conditions, c'est d'avoir des recettes inférieures à 23 000 euros ou avoir des recettes qui sont inférieures à vos autres revenus d'activité et qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc ces revenus d'activité peuvent être les traitements et salaires, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et des revenus de gérants et associés. Point d'attention, sachez que les revenus fonciers que vous pourriez avoir par ailleurs ne viendront pas gonfler les revenus LMNP. Les charges déductibles. La particularité du régime réel simplifié par rapport au microbique, c'est que vous allez pouvoir amortir le bien. Mais pas seulement, vous allez pouvoir aussi amortir des meubles. C'est un peu en fait comme le ferait une entreprise. Ces charges déductibles ne font l'objet d'aucune liste indicative, mais doivent répondre aux conditions générales de déduction des charges en BIC. En fait, elles doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Vous allez pouvoir en fait déduire certains frais de bouche, certains taxis, votre ordinateur, votre téléphone, votre abonnement téléphonique, si vous en avez besoin, dans le cadre de votre activité de loueur meublé non professionnel. Alors, vos déficits, ils vont s'imputer exclusivement sur les revenus de l'activité du LMNP. Ils ne s'imputent ni sur le revenu global, ni sur les revenus d'autres activités. La fraction du déficit foncier qui excède la limite de 10 700 euros et ou la fraction du déficit foncier qui résulte des intérêts d'emprunt est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Je vous conseille de faire appel à un comptable, notamment pour la transmission de la liasse fiscale, et puis parce que ce régime est quand même assez complexe. Donc votre comptable pourra vous guider dans vos choix, notamment de déduction de charges, et vous donnera en fait un montant à déclarer dans vos revenus. Alors l'imposition. Le bénéfice BIC va subir deux catégories d'imposition. Les BIC vont être soumis à l'impôt sur les revenus, selon la TMI, et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Alors, le centre de gestion agréé, les CGA, vous permettent d'avoir une aide dans votre gestion en faisant des mini-audits réguliers qui le transmettront à l'administration fiscale, et ça a pour objet de rassurer l'administration fiscale. Sachez aussi qu'une adhésion au CGA vous amène une réduction d'impôt. Alors attention, donc la cotisation CGA, parce qu'il s'agit d'une cotisation CGA, elle ne vous donnera pas, vous ne pourrez pas en fait la charger dans vos charges, puisque vous aurez de toute façon une réduction d'impôt. Alors maintenant, on va parler du loueur meublé professionnel. Alors, vous basculez automatiquement du loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel dès lors que vos recettes sont supérieures à 23 000 euros et que ces recettes sont supérieures à vos autres revenus qui sont soumis à l'IR. Donc je rappelle que les revenus fonciers, si vous avez à côté des biens que vous louez en vide, ils ne peuvent pas gonfler vos revenus d'activité. Alors les charges.
vous allez pouvoir déduire les charges et l'amortissement, comme vous l'auriez fait en LMNP, mais de votre revenu total, c'est-à-dire pas uniquement de vos revenus d'activité de loueur meublé, et sans plafond. Vous allez donc pouvoir imputer la totalité du déficit BIC sur le revenu global d'activité, et y compris les intérêts d'emprunt. Alors, les charges déductibles sont les cotisations vieillesse, allocation familiale, parce que vous allez devoir en LMP cotiser aux cotisations sociales. Donc ça, vous allez pouvoir les déduire. Vous allez pouvoir évidemment déduire l'amortissement des biens. Et vous allez pouvoir déduire les charges répondant aux conditions générales de déduction des charges en BIC. C'est comme pour le LMNP, à la condition expresse qu'elles doivent toutes être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de vos biens. Alors, l'imposition. Le bénéfice BIC va subir deux types d'imposition. L'impôt sur le revenu, en fonction de votre TMI, et des cotisations sociales, qui viennent donc remplacer les prélèvements sociaux de 17,2% que vous aviez en LMNP. Alors, l'impôt sur la fortune immobilière. Vous pouvez vous exonérer de l'impôt sur la fortune immobilière si vous êtes sur le régime du loueur meublé professionnel, sous certaines conditions. Vous devez réaliser cette activité à titre principal. Vous devez avoir des recettes locatives supérieures à 23 000 € par an et générer des revenus nets LMP supérieurs aux autres revenus professionnels du foyer fiscal. Alors attention, il ne s'agit pas du montant des loyers perçus, mais du BIC, donc du résultat net. Si vous avez une activité déficitaire, ce qui est le cas notamment dans les premières années de location meublée, cette condition ne pourra jamais être remplie. Sachez aussi que les pensions et retraites ne sont pas considérées pour l'IFI comme des revenus d'activité et n'entrent donc pas en compte. Alors, les conditions donc, pour s'exonérer de l'IFI sont très strictes et peuvent vraiment très difficilement être remplies. Quand vous savez en fait que l'intérêt en fait d'exploiter en LMNP ou en LMP, c'est d'amortir les biens, de charger tout ce que vous pouvez. En général, les déficits vous avez des déficits ou alors vous avez un bénéfice proche de zéro, quoi. C'est l'intérêt de ce régime. Donc là, bon, je ne vois pas comment on peut faire. Mais c'est la loi. Alors, parlons des cotisations sociales du loueur meublé professionnel. Lorsque vous exploitez votre bien en loueur meublé non professionnel, vous avez des prélèvements sociaux de 17,2%, mais qui vous ne donnent droit à rien en contrepartie. Ces prélèvements sociaux vont aider la sécurité sociale à combler son déficit. Alors que dans le cadre du loueur meublé professionnel, vous allez payer des cotisations sociales, mais en contrepartie, vous allez avoir des droits. Alors, vous avez deux possibilités de cotisation sociale. Sachez que, sans option, le loueur en meublé est considéré comme un entrepreneur individuel et il va être soumis au régime des indépendants. Si vos recettes sont inférieures à 72 600 €, si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour le régime du micro-entrepreneur. Au-delà, vous serez automatiquement soumis au régime des indépendants. Alors, si vous choisissez de cotiser au régime du micro-entrepreneur, donc les conditions, on l'a vu, c'est d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 72 600 €. Donc c'est le seuil déclaré en 2021. Vous aurez un taux de cotisation de 22%. Alors ce taux est ramené à 6% si vous avez des meublés classés. Ce taux est calculé sur le chiffre d'affaires déclaré et ne bénéficie pas d'abattement.
Si vous avez un chiffre d'affaires nul, vous devrez quand même le déclarer. Et dans ce cas, vous ne paierez pas de cotisation, sauf si vous avez choisi de payer des cotisations minimales. Alors, si vous choisissez de payer des cotisations minimales, ça vous permettra de bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie et de valider des trimestres de retraite. Alors, les droits que vous amènent ces cotisations sociales du micro-entrepreneur sont les suivants. Indemnité journalière maladie ou maternité, droit à la retraite, accès à la formation professionnelle sous certaines conditions. Alors maintenant, on va passer aux cotisations sociales des indépendants, qu'on appelle les SSI. Le taux et l'assiette. Alors l'assiette et le taux des cotisations varient en fonction du montant des revenus. Alors les cotisations applicables sont listées dans cette slide. Donc il s'agit de la maladie, de la maternité, des allocations familiales, de la CSG, CRDS, des indemnités journalières en cas de maladie, de l'invalidité décès, de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de la formation professionnelle. Alors, vous avez bien sûr remarqué que certaines cotisations sont marquées par un astérix. Alors, je les aime parce que si vous avez un résultat nul ou déficitaire, vous aurez quand même à payer des cotisations pour celles qui sont marquées d'un astérix. Et ce montant minimum s'élève en 2021 à 1145 € et permet de valider 3 trimestres de retraite. Alors, donc pour résumer la situation, si vous avez un chiffre d'affaires déficitaire, vous aurez quand même à payer un minimum de cotisation sociale d'un montant de 1145 €. C'est le montant de 2021. Alors, les cotisations sociales des indépendants sont assez complexes à modéliser, donc vous n'allez pas pouvoir appliquer un simple pourcentage à des bénéfices. Il y a des tranches, des forfaits, des cotisations minimales. C'est assez complexe. À titre d'exemple, pour une assiette variant entre 5 000 € et 200 000 €, le taux variera de 38% à 27 000%. De plus, ces cotisations sociales sont déductibles du résultat. Donc pour les calculer, il faut les déduire de leur base de calcul. Alors plutôt que de rentrer dans des calculs savants qui personnellement ne m'intéressent pas, qui sûrement vous intéresseront pas non plus, je vous invite à aller sur le site de la Sécurité sociale des indépendants qui donne en fait un simulateur de cotisation sociale qui est très simple à utiliser. Alors comment et quand payer ces charges sociales? Alors la déclaration de chiffre d'affaires et le paiement des cotisations sociales doivent être effectués exclusivement auprès de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres selon l'option que vous avez choisie. La déclaration doit être effectuée au plus tard 30 jours après le mois ou le trimestre concerné. Par exemple, pour déclarer votre chiffre d'affaires de septembre 2020 ou du troisième trimestre 2020, vous devrez effectuer votre déclaration au plus tard le 31 octobre 2020. Alors, le cas du loueur en meublé professionnel qui cotise déjà au titre d'une activité salariée ou non salariée. Alors, si vous êtes en activité professionnelle salariée, vous cotisez déjà des cotisations sociales. Donc, vous allez, en tant que loueur meublé, cotiser à 2 régimes simultanément. Donc, votre régime général pour votre activité professionnelle et le régime SSI pour votre activité de location meublée. Sachez que cette double affiliation ne permet ni de cumuler les prestations, ni de valider plus de 4 trimestres de retraite par an. Alors, si vous êtes en activité professionnelle non salariée, les cotisations sociales sont calculées sur le résultat cumulé de l'activité professionnelle et de la location meublée. Ainsi, le résultat déficitaire de l'activité de location meublée
viendra s'imputer sur le résultat de l'activité professionnelle et réduira d'autant l'assiette des cotisations sociales. De même, le loueur en meublé ne sera pas redevable de la cotisation minimum si la somme du résultat des deux activités est bénéficiaire. Alors, le cas du loueur meublé professionnel non résident en France. Les non-résidents qui ont des recettes annuelles de location meublée supérieures à 23 000 euros vont devenir automatiquement loueurs meublés professionnels s'ils n'ont pas ou peu d'autres revenus imposables en France. Compte tenu des modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale en 2021, en tant que LMP, ils devront donc s'affilier à un régime de sécurité sociale. Alors, en gros, pour ces cotisations sociales, c'est très simple et c'est pas la fin du monde. Si vos recettes sont inférieures à 23 000 euros par an, vous serez au régime LMNP, non professionnel, et vous serez soumis à 17,2% de prélèvements sociaux, quel que soit votre type de location. Prélèvements sociaux qui ne vous donnent droit à rien. Si vos recettes sont supérieures à 23 000 euros et inférieures au revenu professionnel du foyer fiscal, vous restez en LMNP. Tandis que si vos recettes supérieures à 23 000 euros sont inférieures à vos revenus professionnels, vous allez passer en LMP. Et donc là, il y a deux cas de figure. Si vous avez des recettes entre 23 000 euros et 72 600 euros, vous avez la possibilité de choisir votre régime d'affiliation. Vous choisissez le régime du micro-entrepreneur ou le régime des indépendants. Si vos recettes sont supérieures à 72 600 euros, vous êtes affilié automatiquement au régime des indépendants. Alors maintenant, nous allons parler de l'imposition des plus-values du loueur meublé professionnel. Donc, en cas de revente, la plus-value va être décomposée en deux parties. Vous aurez une partie de la plus-value qui est dite à court terme, qui correspond au total des amortissements pratiqués si le bien est détenu depuis plus de 2 ans, et une plus-value à long terme, qui est le solde de la plus-value de cession. Alors, un peu plus d'explication. Donc, la plus-value à court terme est intégrée dans le résultat de l'année et est donc imposable in fine dans la catégorie des BIC au TMI de l'IR. Elle est également imposable aux cotisations sociales professionnelles. Aucun abattement n'est pratiqué sur ces plus-values. La plus-value à long terme, quant à elle, est imposée au PFU, qui est prélèvement forfaitaire unique, au taux unique de 30%. Ce taux correspond à 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Vous avez des cas d'exonération d'imposition de la plus-value du loueur professionnel. Vous allez pouvoir bénéficier de deux régimes spécifiques d'exonération partielle ou totale, à l'IR et aux prélèvements sociaux. Alors, selon le chiffre d'affaires, vous pourriez avoir une exonération de plus-value court terme et long terme. Alors, vous allez avoir une exonération en fonction de votre chiffre d'affaires hors taxe moyen des 2 dernières années. Si ce chiffre d'affaires annuel est inférieur à 90 000 euros hors taxe et si votre activité est exercée depuis plus de 5 ans. Dans ce cas, la plus-value de cession, donc court terme et long terme, n'est pas imposable. Alors vous aurez une exonération partielle entre 90 000 et 126 000 euros de chiffre d'affaires. La plus-value à long terme bénéficie quant à elle d'un abattement pour durée de détention permettant une exonération totale au-delà de 15 ans. Donc,
je vais faire un zoom maintenant sur les amortissements. Donc on en a parlé dans le cas des BIC. L'amortissement d'un bien est la constatation comptable de sa perte de valeur au cours du temps due à son usure. On considère ainsi qu'un bien aura perdu la totalité de sa valeur à la fin de sa durée d'utilisation. Cela signifie que même si votre bien prend de la valeur, ce qui est le cas de l'immobilier, comptablement, il va en perdre. Et comme il va en perdre, en contrepartie, cela va entraîner une augmentation de votre plus-value. Alors, l'amortissement est une charge que vous allez pouvoir déduire sans avoir à la décaisser. Et c'est ça la magie des locations meublées en France, c'est que vous allez pouvoir amortir si vous choisissez effectivement le régime LMNP ou LMP. Donc effectivement, donc, ce que je disais, donc, ça concerne le LMNP, le LMP et les sociétés à l'IS. L'amortissement se calcule en divisant son prix d'achat par le nombre d'années d'utilisation. Alors, le prix d'achat va devoir être imputé par la valeur du terrain, qui représente en général 10 à 20% de la valeur du bien immobilier. Parce que les terrains donc, ne sont pas amortissables. Alors, concernant les frais d'acquisition, vous pouvez soit les amortir, ce qui va venir majorer le prix d'achat, ou alors vous allez pouvoir les passer en charge pour avoir une déduction fiscale immédiate et générer un déficit que vous pourriez, le cas échéant, reporter. La durée d'amortissement de chaque dépense dépend de la durée d'usage et donc de sa catégorie. Donc on l'a vu, hein, le bien immobilier évidemment est amortissable, hein, la durée d'amortissement varie de 25 à 30 ans. Vous allez pouvoir aussi amortir les grosses œuvres entre 50 et 80 ans, la toiture entre 20 à 25 ans, les installations électriques entre 20 à 25 ans, les agencements intérieurs 15 ans, et aussi des meubles. Alors je ne l'ai pas mis dans la slide, c'est un oubli, mais en général les meubles sont amortis en 5 ans. Une variation de 20% de ces durées est tolérée par le Trésor. Ça va dépendre de votre localisation. Donc je vous envoie en fait vers votre expert comptable qui, en fonction des jurisprudences, pourra vous conseiller et pourra pratiquer les durées adéquates d'amortissement. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!